Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les Bahamas, à l'heure du bilan, après le passage de l'ouragan Dorian, 700 îles et îlots dans les Caraïbes dévastés par des pluies torrentielles et des vents allant jusqu'à 300 km/h. À ce stade, les autorités dénombrent une vingtaine de morts, 70 000 personnes ont besoin d'une aide d'urgence et des milliers d'habitations sont détruites. Comment appréhender le long terme quand il faut reconstruire vite et dans ces conditions, qui plus est dans des zones où les catastrophes naturelles risquent de se répéter? Bonjour Cyril Lanape, vous êtes architecte, directeur pédagogique du diplôme de spécialisation et d'approfondissement architecture des risques majeurs à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Il faut d'abord que l'on essaye de se représenter ce que ça signifie des vents de 300 km/h. 300 km/h, c'est la vitesse d'un TGV. Donc nous, les normes françaises, elles vont au grand maximum jusqu'à 220 km/h en Guadeloupe, en Martinique. En France, elles sont plutôt de l'ordre de 150-180 km/h. Alors, en métropole, 150 km/h, c'est un maximum. Voilà, exactement. Il y a eu jusqu'à 180 une fois. Mais si on veut comparer les deux choses, votre voiture, elle est conçue pour aller à 150, maximum 200 km/h, même une 2 chevaux. Mais un TGV, lui, il est conçu pour aller à 300 km/h. Donc, vous comparez un TGV et votre voiture. Et donc, ça donne une idée du décalage qui s'opère. Qu'est-ce qu'on a observé aux Bahamas avec ces vents, donc je rappelle, de 300 km/h, Cyril Lanape? Alors, le problème de l'ouragan, les deux grands séismes naturels, c'est le séisme et l'ouragan. Après, il y avait tous les problèmes, par contre, anthropiques, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais le problème de l'ouragan, c'est qu'il détruit tout, absolument tout. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucune culture, vous n'avez plus... tout est détruit, les forêts sont détruites. Bref, il n'y a plus rien, il n'y a plus à manger. Alors que, dans le cas d'un séisme, les cultures sont encore là, les forêts sont encore là, on peut reconstruire, etc. Là, on est dans un cas où, effectivement, on se retrouve devant une table rase. Il y a eu des inondations, oui, il y a eu les des images morts. de désolation sont absolues. Voilà. Et il n'y a plus de matériaux pour reconstruire. On se retrouve, en gros, à zéro. Donc, toute la question, c'est que on va, bien sûr... Alors, il y a l'aide humanitaire, notamment alimentaire, qui est en train de s'acheminer. Mais il va falloir penser tout de suite le temps 2. Or, toute la question, ça va être, comme vous l'avez évoqué, ça va être d'intégrer le temps long. Parce que un camp, un bidonville, etc., on sait quand il s'ouvre, mais on ne sait jamais quand il se ferme. Et surtout, dans la période actuelle, se dire qu'on va reconstituer la ville telle qu'elle était avant, avec ses avenues, etc., c'est très hypothétique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des nouvelles formes de villes qui sont en train d'apparaître. Et c'est par rapport à ça qu'il va falloir se positionner. Une question naïve, Cyril Lanape, vous qui êtes architecte, un mur, ça ne peut pas résister à des vents de 300 km/h? Vous aurez un mur sur 4 qui résistera à des vents de 300 km/h, par chance, parce que, je ne sais pas quoi, il était protégé par un autre mur. Mais si, on peut faire des blockhaus. Mais ça, c'est des choix qui peuvent se faire, mais qui sont complètement anti-développement durable. On a quand même l'exemple de Saint-Martin. Alors, il y a certains immeubles de Saint-Martin qui ont résisté. Effectivement, à des vents de 300 Alors, quelles étaient leurs spécificités? Est-ce que c'était seulement lié au hasard ou à des détails contingents? C'est de la chance, effectivement des choses. Si vous construisez un blockhaus, quand même, il y a des chances qu'il résistera. Mais encore une fois, quel est le rapport de ce blockhaus par rapport à des questions de développement durable, d'évolution de la ville, de coût du logement, parce que tout le monde ne peut pas se payer ça. Et juste pour info, Saint-Martin, là on est 2 ans après, il n'y a toujours rien qui a été reconstruit. C'est toujours, on ne sait pas comment on reconstruit. Et alors, c'est là que... Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on n'a pas de méthode pour résister à coup sûr à ces cyclones, parce que c'est ce que vous êtes en train de dire finalement. Vous dites que lorsqu'on a affaire à des vents de 300 km/h, il n'y a aucune méthode qui permette à coup sûr d'avoir des maisons qui résistent. Alors, ce qu'on fait, ça c'est des stratégies. D'ailleurs que la France n'est pas la plus mauvaise sur ces questions-là. Mais on va mettre en place des bâtiments publics qui vont servir de refuge. Et en gros, moi j'aime bien reprendre cet exemple de l'architecte Aldo Rossi, c'est un architecte italien des années 70, et qui avait une théorie sur la ville. Elle disait qu'il y a 3 permanences dans la ville. La première permanence, c'est le réseau viaire, c'est les chemins. Les chemins et les routes, ça vaut pour toutes les villes européennes en tout cas, ça perdure par-delà les siècles.
Le deuxième, ce sont les monuments. C'est-à-dire que si un jour vous avez une chapelle à un endroit, elle va peut-être rester chapelle ou devenir cathédrale, etc. Mais c'est les monuments ce qui fait du commun. Et la troisième chose, c'est les zones de logement. Et finalement, c'est ça qu'il faut garder en tête à ces moments-là. C'est-à-dire que se dire, bon, il y a le réseau viaire qui va... Alors d'ailleurs, le seul petit avantage, entre guillemets, de l'ouragan par rapport au séisme, c'est que les infrastructures, notamment les réseaux d'évacuation d'eau, etc., vont résister. Sauf s'il y a des inondations, comme on le constate au Bahamas. Oui, mais sinon, ça va être inondé, mais après, ça va sortir. Ça va finir par sortir. Après, oui. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des infrastructures qui demeurent. Ces infrastructures de réseau qui sont très chères, très compliquées, génératrices de maladies, celles-là, elles résistent. Et donc, ça, c'est ce réseau viaire qui subsiste. Il y a les monuments, justement, les bâtiments publics, ce qui fait du commun, des endroits qui sont parfois pensés, justement, pour se réunir en cas d'ouragan, où les gens peuvent aller, parce qu'effectivement, à 300 km/h et même à 200 km/h, surtout dans ces pays à économie faible, il y a très peu de maisons qui sont pensées pour résister à ça. Donc c'est le monument, le commun qui va permettre la réunion des choses. Et puis, quand je parle des zones de logement, ça va être la question du rapport au sol. À qui appartient le sol? Parce qu'après ça, il y a les cartes qui sont un peu rebattues à zéro. Donc là, Cyril Hanap, là, il va falloir recréer une ville avec de l'habitat d'urgence qui pose un grand nombre de difficultés, surtout au vu de l'état actuel des Bahamas. Alors, il faut se méfier de cette notion d'habitat d'urgence. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans les écoles d'architecture, il y a des milliers d'architectes plus ou moins jeunes qui ont réfléchi sur l'abri d'urgence universel. Parmi eux, parmi les plus grands, même Jean Prouvé est très connu pour ses inventions de maisons en cas de catastrophe. Il n'y a aucune de ces maisons qui a eu de succès. Il n'y en a aucune qui marche. Parce que, en fait, le logement, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on doit accompagner le logement, mais l'architecte, il doit se concentrer sur le temps long, sur justement le viaire, ce qui fait du commun, les bâtiments du commun, ce qui réunit les gens. Mais sur le logement, il faut bien sûr donner la base. Il y a, l'UNHCR est très bonne à donner des tentes, des bâches, etc. Mais sur ces questions de logement, inventer l'abri, à chaque fois, ça a été des catastrophes. En Haïti, en particulier, ça a été des catastrophes. Pourquoi ? Parce que l'abri, en fait, le shelter, alors il y a un standard qui est défini, il fait 18 mètres carrés, il y a un cahier des charges, il y a des appels d'offres internationaux. Alors les Allemands sont très bons, les Américains sont très bons, les Brésiliens sont très bons. On va vendre des shelters. Alors, qui gagne l'argent? On dit, on a donné des milliards à Haïti. En fait, c'est des boîtes qui sont partout, qui gagnent l'argent. Mais l'abri, il est en quoi alors dans ce cas-là? Ce sont des tentes? Alors, vous avez les inventions les plus absurdes qui existent. J'en ai vu en plastique, en boîte d'œufs, en tout ce que vous voulez. Mais en fait, ces shelters-là, ils vont devenir des déchets, en fait. C'est de la production de déchets. C'est jamais propre au mode de vie locaux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on produisait des déchets. Merci beaucoup Cyril Hanap. Je rappelle que vous êtes architecte. Vous avez notamment publié La ville accueillante. C'est aux éditions Puka Collection Recherche. Il est 7h21 sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.